La présentation des différents acteurs, des différentes actrices et des différents acteurs sur ces sujets-là était particulièrement important, avec un certain nombre de choses qu'il faut retenir sur des choses qui sont attendues de la part des concitoyens genevois de confession musulmane, mais aussi des attentes sur un certain nombre de réflexions sur le plan social et sur le plan de notre présence. Alors, ce que j'aimerais dire simplement, c'est en termes d'introduction, c'est trois choses. La première des choses, c'est celle de l'importance de la réalité locale. L'importance de la réalité locale est, trop souvent on parle de simplement les musulmans en Occident, les musulmans en Europe, mais en fait, les solutions, on le sait aujourd'hui, la majorité des solutions administratives, des solutions politiques, des solutions même culturelles, elles seront locales. Et nous, on le sait d'autant plus en Suisse, grâce à la réalité qu'on ne conçoit pas toujours, ça ne rend pas le système politique suisse simple, mais sur un certain nombre de questions, c'est plus efficace. C'est-à-dire la réalité de la gestion locale, la gestion très focalisée sur un lieu donné. Et on s'aperçoit par exemple en Angleterre ou en Hollande ou en France voisine, que même sur la question des mosquées, sur la question du culte, sur la question de l'enseignement, les réalités, elles vont se gérer localement. Et lorsque j'avais lancé le manifeste pour un nouveau nous, j'ai aimé l'une des intervenantes qui était ici tout à l'heure et qui dit, quand je dis nous tous ici en tant que citoyens, concitoyens, genevois, et pour ce qui vous concerne, ce qui nous concerne aujourd'hui dans la discussion, c'est genevois, même s'il y a des personnes qui sont de France voisine, la même réflexion doit se faire pour eux, c'est-à-dire la réflexion locale, et de dire, nous, ici, localement, quel est notre projet ensemble. Et ce que je disais dans cet appel pour un nouveau nous, je disais, il nous faut des mouvements nationaux d'initiative locale, c'est-à-dire véritablement prenant en compte les dynamiques sociales, politiques, même culturelles sur le plan local. Et encore une fois, je vous le dis, en Suisse, peut-être beaucoup plus que dans d'autres pays, on sait la différence entre la culture vaudoise et la culture genevoise, ou la culture fribourgeoise, ou même la culture zurichoise. Et alors, quand on passe de l'autre côté de la barrière linguistique, on sait que ce sont encore des cultures qui sont différentes. On ne traite pas les choses de la même façon au Tessin qu'on les traite en Suisse allemande ou qu'on les traite en Suisse romande. Et en plus, en Suisse romande, on a des réalités dont il faut tenir compte. Tout ceci, ça fait partie de notre réalité. Et il faut en tenir compte et il faut vraiment s'inscrire dans le local. À partir des lieux de culte, à partir des institutions, et il y a une chose qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut tenir compte des processus historiques, c'est-à-dire l'installation des premières vagues de personnes qui étaient considérées comme des immigrés, et il faut faire attention à ce qu'on ne confonde pas les ordres. Dans la discussion qu'on a eue sur la question de l'intégration, souvent on passe de musulmans à étrangers, un peu trop rapidement. Il faut faire attention à ça. La question des étrangers sur le plan du passeport et de la nationalité ne fait pas et ne doit pas nous faire confondre la question de l'islam avec la question d'étrangers. L'islam est une religion suisse, c'est une religion genevoise maintenant, parce que vous êtes des concitoyens et vous êtes des genevois de plus en plus. Donc ce passage, et quand même une personne se convertit à l'islam, il ne faudrait pas qu'au nom de sa conversion à l'islam, elle soit perçue comme une voie étrangère à la Suisse. Non, c'est la Suisse qui se parle à elle-même dans la diversité religieuse et la diversité culturelle. Donc historiquement, ce qui fut vrai hier
la majorité du phénomène de l'islam en Suisse était liée à la question de la migration et de l'étranger, c'est plus le cas maintenant et ça le sera de moins en moins puisqu'on arrive dans des sociétés aujourd'hui à la moitié, voire maintenant à 2/3 des populations musulmanes qui sont des citoyens. Je dis ceci parce qu'il faut se méfier de tous les partis politiques qui vont continuer à jouer sur l'étranger contre le citoyen musulman, à un point tel qu'ils en arrivent aujourd'hui à dire quand un Suisse ou quand un Français ou quand un Britannique, on n'aurait même pas pu imaginer ça il y a 10 ans, en Angleterre ça n'était même pas envisageable, de dire quand un de nos concitoyens de confession musulmane agit contre la loi du pays, nous sommes amenés à nous poser la question de savoir si on peut lui laisser sa nationalité. À accepter d'associer islam à étranger, on en finit dans le problème à pouvoir supposer qu'on puisse enlever la nationalité à quelqu'un. Vous l'avez entendu en France, vous l'entendez en Angleterre, et vous entendez des voix aujourd'hui en Suisse qui sont très très proches de ces positionnements-là, voire même qui ne vous accepteront jamais comme vrai Suisse parce que vous êtes toujours un tout petit peu trop musulman. Donc la réalité locale, il faut l'inscrire comme dans notre citoyenneté, il faut accepter ces raccourcis. Donc deux choses qui sont importantes, la profondeur historique, la réalité locale. Deuxième des choses maintenant qui vient de l'intérieur. Dans la tradition musulmane, et ça il faut qu'on en ait conscience, il y a dans toute l'histoire de notre religion et dans les mettons-le dans l'ordre, dans les principes de notre religion comme dans son histoire, il y a un double phénomène sur lequel il faut beaucoup insister. Le premier phénomène, c'est que les principes de la pratique musulmane, amènent la musulmane et le musulman là où ils vivent à penser immédiatement les conditions de leur installation, par définition. C'est-à-dire que des premiers savants, et je parle ici du XIe siècle de l'ère musulmane, du XIe siècle de l'ère chrétienne, et donc nous en sommes au IVe siècle de l'ère musulmane, c'est-à-dire quand les migrations, après qu'on se soit installés, où certains vont mettre en avant là où la musulmane, là où le musulman peut dire la ilaha illallah dans la liberté de l'expression, il est chez lui. Ça veut dire pas qu'il vient s'installer dans l'arrogance, mais il construit son installation. Et l'un des principes de son installation, quel va-t-il être, et ça s'est confirmé dans toute l'histoire, c'est le lieu de culte, et qui reproduit la fonction même de l'égir. Le prophète, quand il arrive à Médine, la première chose qu'il fait, c'est la mosquée, non pas pour dire « je vous colonise contre votre gré », mais je m'installe parmi votre société, au cœur de votre société. Je ne nie pas qui vous êtes, mais je suis qui je suis parmi ce que nous serons ensemble. Voilà ce que le prophète a fait, et ça s'est confirmé dans toute l'histoire. Et vous regardez à Genève, et vous regardez partout en Suisse, vous regardez en Angleterre, partout où les musulmans sont arrivés, ils se sont installés. Ça a été parfois perçu comme un danger, et c'est pour ça que la sociologue Jocelyne Césari dit sur la question de l'intégration, tout commence par un malentendu. Quand les musulmans se sont installés en construisant une mosquée, ils voulaient dire nous sommes chez nous. Et quand certains ont vu la mosquée, ils se sont dit ils sont en train de nous coloniser chez nous. Les uns disaient chez nous avec vous et d'autres ont pensé chez eux contre nous. Les partis d'extrême droite, les partis qui produisent l'islamophobie, tout le discours c'est de dire attention, les plus dangereux sont ceux qui s'installent, c'est-à-dire ceux qui vont développer le sens de l'appartenance. Et ce qu'on a entendu ici de tous les acteurs qui étaient là, c'est exactement le contraire. C'est quelles sont les conditions objectives de l'appartenance commune dans une coexistence pas pacifique, une coexistence proactive, où on connaît nos devoirs respectifs et on connaît nos droits respectifs. Et donc ici, l'islam directement
dans son histoire, mais comme dans ses principes, dès que vous dites « il n'est de Dieu que Dieu », et le prophète al-Salam est son messager, et vous le dites là où vous êtes, vous avez le devoir de vous donner les conditions objectives de la réalisation de votre être. Là où vous êtes, parmi ceux avec lesquels vous vivez. Ça c'est un, mais c'est pas tout. Venez-en maintenant au principe. Au principe. Quand le prophète al-Salam envoie des émissaires dans des villages alentours pour leur expliquer l'islam. À un moment donné, il y a une chose qui va s'inscrire ici. Vous vous inscrivez ici et vous allez prier ici. Quand ici, vous vous tournez du côté de la Qibla, vous êtes en train de dire le centre spirituel est là-bas, mais la légitimité de ma présence ici, elle est par le fait de tourner ma face. Et le fait de tourner ma face intègre à ma spiritualité le lieu où je me trouve. Et cette dimension de partout où vous êtes, où que vous soyez, tournez votre face, est en train de dire que le caractère central de la spiritualité donne légitimité de fait sur le plan spirituel à toutes les périphéries. Donc là où on prie, on est en train de dire c'est un espace que de par notre présence nous reconnaissons comme étant un espace que spirituellement l'on respecte et que spirituellement l'on sacralise d'un point de vue de notre cœur. Partout où vous êtes, et tournez votre face vers cette qibla. Elle est en train de dire que toutes les périphéries du monde où l'on peut dire ceci, dans le fait de prier, nous respectons le lieu où nous sommes. Le deuxième principe de l'application, le deuxième principe pratique, la shahada c'est le premier, le deuxième c'est la prière, le troisième c'est la zakat. Le prophète envoie des gens et des émissaires, et en plus du fait que dans la centralité de la Qibla, partout où nous sommes, il y a tournez votre face, il va y avoir un deuxième élément qui va être vous tournez votre face pour prier, vous vous tournez là où vous êtes pour donner, et c'est la zakat. Et qu'est-ce qui est dit aux gens qui l'envoient? Ça veut dire quoi? L'argent de la zakat se prend parmi leurs riches, pour qui? Pour leurs pauvres. Et le principe de la zakat, si vous regardez un livre extraordinairement complet de ce point de vue-là de Cheikh al-Qaradawi sur fiqh al-zakat, il dit une chose qui est totalement essentielle pour nous. La zakat, par définition, tourne l'attention du croyant sur la proximité de ceux qui l'entourent. C'est-à-dire que l'universalité de la prière vous envoie là où je suis, cet espace est un espace que je respecte parce qu'il me permet de m'accomplir spirituellement, et je lui rends par l'exigence de la zakat le fait que je m'occupe des pauvres de la proximité. Donc par définition, la pratique musulmane nous renvoie à la conscience du local. Mais pas dans les pays d'origine, pas dans les pays majoritairement musulmans, partout où nous sommes sur la terre. Et qu'un musulman qui vit à Genève et qui est entouré par des pauvres et qui dans sa communauté a des gens qui sont démunis, la zakat c'est d'abord à ceux qui sont ici. C'est l'exigence première de ceux, et il faut qu'on fasse attention à tel point que même pendant la prière, même pendant la fête du Ramadan, on termine le jeûne ensemble dans la communauté. Il faut que pendant ce mois du Ramadan, dans la fête du Ramadan, ici à Genève, les pauvres de Genève reçoivent leur droit qui est celui des riches qui ont donné pour ceux de Genève. On a une conscience locale avec une spiritualité universelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'occupe des gens ici, il faut qu'on ait ce souci. Comment voulez-vous être genevois, musulman genevois, si votre conscience, elle est systématiquement, internationalement colonisée ailleurs, et non pas de façon responsable, installée ici? Et ceux qui sont autour de nous ont raison de dire, à un moment donné, on a l'impression que les musulmans, ils n'interviennent dans la vie locale que quand ça les concerne ou quand ça concerne des questions internationales. Non, il faut que nous soyons impliqués ici. Nos principes nous le disent et notre orientation spirituelle est importante. Et la troisième des choses qu'on a beaucoup entendues aujourd'hui ici, et sur laquelle tout ce que je suis en train de dire, c'est sur la question ce que je suis en train de dire sur la question de la zakat. C'est le fait elle est prise des pauvres ici, elle donne aux pauvres ici.
J'avais écrit une fois un texte on avait fait un séminaire autour de cette question-là, sur le fait de la préoccupation de la proximité. Qu'un jour, nous questionnerons la façon dont nous avons géré la zakat. Les autres éléments que nous avons de notre pratique, même par rapport à la question du jeûne aussi, c'est une question de la proximité, de l'appartenance à une communauté de foi dans la proximité. L'autre élément qui est important, qui a été répété ici, toute la soirée, toute la journée, c'est la question d'être des acteurs. En disant ce qu'on attend des femmes et des hommes, ce qu'on attend d'un citoyen, c'est que ce soit des acteurs. Dans le livre qui s'appelle « Les musulmans dans la laïcité », le sous-titre que j'avais mis en évidence, parce que la philosophie musulmane de la vie, elle est inscrite comme ça, c'est responsabilité et droit. C'est nos responsabilités et nos droits. Nos responsabilités ici, c'est d'être des acteurs de la vie et des acteurs. Et quand on entend, je ne sais pas des fois si vous vous rendez compte, en tant que Genevois, ou en tant que personne vivant en Occident, quand vous avez tout ce panel-là de personnes qui viennent, qui travaillent dans les institutions genevoises, qui travaillent dans les mairies genevoises, qui travaillent à tous les niveaux, qui sont impliqués dans la constituante et autres, et qui viennent, et qui participent, et qui sont dans ce dialogue-là, je peux vous dire que le fait de les avoir à votre table, le jour où vous organisez une journée locale, ça renvoie aux musulmans genevois, aux genevois musulmans, une grande responsabilité. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on n'a personne pour dialoguer. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'interface. Il y a des gens en face de vous. Et les gens qui sont en face de vous, il faut faire attention. On ne les respecte pas simplement parce qu'ils sont d'accord avec nous. On les respecte parce qu'ils sont d'accord de dialoguer avec nous. Et on aura des désaccords. Et il y a des choses sur lesquelles... Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter la question. Les désaccords se discutent. Les accords se discutent. La négociation est là. Et ce qu'on entend, c'est des fois on va entendre des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais ce qui est essentiel, c'est cette dimension des gens qui viennent à notre table, des gens à la table desquels on se retrouve et avec lesquels on peut discuter et élaborer les choses. Ça, c'est une grande responsabilité quand on a des personnes qui sont de cette ouverture-là, avec des exigences en disant il y a des choses aussi qu'on doit reconnaître dans une histoire, qu'on doit reconnaître dans une société. On ne sera pas toujours d'accord, mais il faut que l'essentiel, c'est qu'on maintienne les termes des accords. Alors moi, j'aimerais juste relever, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais juste relever 5 points sur lesquels je pense qu'on a des responsabilités pour permettre une installation. Alors le terme d'intégration pour moi est un terme qui me pose un problème. J'entends par ceci l'installation nourrie par la reconnaissance du droit local et le sentiment d'appartenance à la communauté de destin. C'est ce que j'entends par installation. J'entends pas simplement respecter la loi, mais le sentiment d'appartenance à un destin commun. Mais qu'est-ce que ça veut dire ceci en français très simple? C'est simplement de reconnaître que 99% des personnes qui sont ici vont vivre ici, avoir des enfants qui vont naître ici et qui vont vivre avec leurs concitoyens. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut cesser de se penser ici comme des étrangers. Il faut se penser ici comme des femmes et des hommes qui appartenons à une société avec laquelle il va falloir construire l'avenir, parce que ce que l'on veut, c'est le meilleur pour nos enfants et pour l'avenir de cette société-là. Premier des éléments sur lesquels on a une responsabilité. Le premier élément sur lequel on a des responsabilités, c'est à un moment donné, nous devons vivre quelque chose que j'appellerais une révolution intellectuelle. Malheureusement, nous vivons tous ceci. Et je vais vous dire une chose. Vous aviez dans la Grèce antique des gens qui s'opposaient à la parole de vérité de Socrate. Et à la parole de vérité de Socrate, il y avait des gens qu'on appelait les sophistes, c'est-à-dire parfaitement maîtres de la logique, mais ils amenaient l'interlocuteur en admettant un premier point de logique à faire exactement le contraire de Socrate et à l'enfermer dans sa propre contradiction. Et aujourd'hui, avec les moyens que nous... et puis d'ailleurs, soit dit en passant, vous allez trouver dans la tradition musulmane ces certaines postures de certains courants, pas tous, certains. Chez les Mu'tazila par exemple, ils étaient tellement habiles à jouer avec des éléments
de la rationalité qu'au bout du compte, vous commencez à être d'accord avec le premier principe et vous êtes perdu à la fin du raisonnement. C'est un sophisme qui a eu aussi une existence dans toutes les traditions, dans la tradition musulmane aussi. Et aujourd'hui, nous nous trouvons devant une chose qui est extrêmement pernicieuse et dont il faut se libérer. Chaque fois que je viens dans une rencontre, mais c'est normal, encore une fois, c'est normal. Quand on va se rappeler de Taleb al-Souaidan, Cheikh Taleb al-Souaidan dit un processus normal, d'une réflexion normale, dans une société normale, qui cherche à sortir de cette normalité-là qui est très pernicieuse. C'est laquelle? C'est en fait qu'on est tellement acculé avec une mauvaise perception de l'islam, là, mais il faut le dire, je veux dire encore une fois, les chiffres sont de ce point de vue-là, mais je dirais très inquiétants, extrêmement inquiétants. C'est-à-dire que les chiffres sont en train de montrer que la perception de l'islam en Occident, tout pays confondu, alors c'est des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, la perception de l'islam, elle a atteint un degré négatif parfois parmi 3 citoyens sur 4. En France voisine, 75%, 77% des Français interrogés associent l'islam à quelque chose de négatif, voire à la violence. Et même de façon diffuse en Suisse, vous pouvez faire n'importe quoi. Les campagnes qui sont menées par les partis de la droite extrême, de l'UDC, nous on pense, bon déjà ils gagnent des élections, ils réussissent à gagner tout ce qu'ils ont fait sur la Constitution, sur les minarets, mais il faut bien vous rendre compte d'une chose. Ce qui est pire que leur victoire concernant les minarets, c'est le sentiment extrêmement diffus et pourtant très présent que l'islam est un problème dans la société. Et ça, aujourd'hui, le plus grand problème, c'est pas simplement que ça touche nos concitoyens. Le plus grand problème, c'est que ça a un impact sur le discours musulman en Occident. Et que c'est là que nous devons sortir. Nous sommes très souvent menés à devoir justifier, expliquer ce que ça n'est pas, à nous enfermer dans une logique qui est une logique de la défense, voire de l'apologie, voire de l'explication de ce que l'islam n'est pas. L'un des principaux défis de notre présence, et à vous aussi à Genève, c'est aujourd'hui un discours sur l'islam qui dit ce que l'islam est du point de vue de sa spiritualité et d'une chose qui a été énormément citée aujourd'hui, par exemple de ses valeurs partagées. C'est-à-dire non pas de systématiquement être dans le verbe réactif, mais dans le verbe explicatif. Nous avons une responsabilité fondamentale d'être des pédagogues et des personnes qui présentons notre religion. Et là, je suis désolé, ça n'est pas, comme certains le pensent, la responsabilité d'une ou une autre personne. Ce n'est pas les leaders. Beaucoup de gens ne sont pas contents des leaders de la communauté, le manque de leadership, etc. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Taleb al-Souaidan tout à l'heure. Il a dit une chose sur ce qui s'est passé en Asie, mais c'est vrai, ça s'est passé aussi en Afrique. Les gens qui ont permis la meilleure présentation de l'islam à leurs concitoyens étaient les musulmans normaux, ordinaires. Ordinaires. C'est-à-dire ils connaissent leur religion et ils présentent leur religion telle qu'elle est par ce qu'ils sont. Pas un discours théorique sur les beautés de l'islam dont on fait exactement le contraire dans le quotidien. Non, très simplement dans notre quotidien. Chaque personne qui a envie aujourd'hui de participer à l'installation dans le sens de l'appartenance de l'islam à Genève doit porter en lui les éléments de cette explication positive. Non pas réactive, mais positive. Voilà ma spiritualité. C'est-à-dire sortir de la justification, sortir de la réaction et entrer dans celui de la sérénité, de plus d'assurance. Ça, c'est un défi qui est de sorte une révolution intellectuelle, sortir de ça. Et là, quand on est dans le dialogue interreligieux, dans différentes sphères, c'est quelque chose que nous devons faire. Ça veut dire aussi une chose qui est très très importante, c'est-à-dire aujourd'hui, même dans
dans ce qu'on enseigne à l'école. Il faut aujourd'hui que cette parole sur l'islam ne soit pas une parole ou sectaire ou réactive. Ça doit être quelque chose qui présente de façon beaucoup plus positive la question de l'islam sur le plan historique. On a un vrai travail et des fois il faut se pencher sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Comment est-ce qu'on l'enseigne? Parce que vous ne pouvez pas avoir un sentiment d'appartenance positive si dans les textes scolaires on vous fait de l'islam quelque chose d'étranger où il y a des problèmes et c'est systématiquement les mêmes thèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est abordons les problèmes après avoir abordé les valeurs, la réalité spirituelle et tout ceci. On ne fait pas d'abord d'une culture un problème. Et je vous rappelle juste une histoire qui m'a tout changé sur la pédagogie. Moi j'étais très impliqué il y a 25 ans sur la pédagogie de la solidarité. Et un jour je parlais de la pauvreté, j'avais fait venir un Colombien. Et ce Colombien il vient et je lui avais demandé de parler de la drogue, de la pauvreté et de la drogue en Colombie. Il commence son discours et il explique la culture et les traditions folkloriques colombiennes avant de parler de la pauvreté. Et moi je le regardais, je l'écoutais, je dis mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il commence par parler de ça? Moi je suis venu lui dire parle de la pauvreté. Et il arrête son discours à un moment donné, il dit écoutez-moi bien. Je vous ai parlé comme ceci parce que j'aimerais que vous sachiez qu'avant d'être des hommes où nous avons des problèmes de pauvreté, nous sommes des êtres humains et nous avons des valeurs et nous avons une vie et nous avons une culture. Ne nous regardez pas avec les yeux de ceux qui ont de la pitié, respectez-nous avant de savoir. Et nous en tant que musulmans, il ne faut pas qu'on attende de nos concitoyens le respect ou la pitié quant au fait que nous fassions face à un racisme islamophobe. Non, avant ceci, nous parlons du respect de ce que nous sommes. Et nous avons cette responsabilité. Le discours musulman, islamique en Europe doit être un discours qui s'assume, qui se présente tel qu'il est, avec sa spiritualité, avec ses valeurs, avec ses limites, avec ce qu'il est. Nous n'avons aucun complexe, parce que si nous avons des complexes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut présenter comment les choses sont, mais aussi avec quelque chose qui est important. Si vous avez une union des organisations musulmanes, c'est qu'on a admis une chose, c'est qu'on a différentes institutions, parfois différentes interprétations, parfois différentes histoires, parfois différentes cultures, et c'est dans la diversité. Il n'y en a pas un seul, pas une organisation qui détient le monopole de la seule interprétation musulmane. Et celui qui dit ceci, il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Donc il faut qu'on admette ceci, qu'il y a une diversité, bien sûr dans les limites. Il y en a certains qui commencent à vous dire n'importe quoi, on dira tous d'un commun accord. Non, il y a des limites, il y a quelque chose qui s'appelle la diversité acceptée en islam. Elle était entre les savants, elle était entre les juristes, elle était entre les tendances. Donc déjà, ça c'est un premier défi, c'est ce discours-là. Deuxième élément, sur lesquels il faut beaucoup qu'on insiste et qui vient de ce discours positif, qui a été aussi cité, parce que je ne fais que remettre en évidence des choses qui ont été dites, c'est le qiyam al-mushtarak, c'est-à-dire les valeurs qui sont les valeurs que l'on partage avec autrui. Et là aussi, on n'est pas suffisamment au fait de nos valeurs, on n'est pas suffisamment au fait des valeurs de ceux qui sont nos concitoyens. Certains dans la tradition des traditions monothéistes, d'autres de traditions asiatiques ou de spiritualité, d'autres même de traditions athées. Eh bien, il y a des valeurs de justice, de dignité. Nous, quand on dit nous avons donné la dignité à l'être humain, c'est la dignité de tous les êtres humains. Il faut que nous parlions de ces valeurs. Il faut que nous ayons un discours qui, dans la société genevoise, montre que nous avons des valeurs partagées, que nous reconnaissons la dignité, que nous reconnaissons la diversité. La Genève à laquelle nous participons, c'est une Genève de la diversité. Et nos valeurs sont partagées. Et là, il faut construire aussi un discours à partir de ces valeurs. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que, en tant que Genevois, moi je suis né à Genève, j'ai fait 44 ans de ma vie à Genève, et pratiquement un Genevois de culture. Pourquoi je vais venir dire à Genève, vous savez, nous avons des valeurs qui sont partagées. La justice, la dignité, l'égalité, tout ceci, nous le partageons. Mais pourquoi est-ce que je veux le dire? Qu'est-ce qui est important dans cela? Simplement de dire à mes concitoyens, je suis comme vous? Mais non, c'est pas ça. Je ne conçois pas ma présence quelque part en attendant de mes concitoyens qui me regardent avec un sourire et qui me disent, nous t'acceptons. Parce que je ne donne à personne le droit de m'accepter ou de me tolérer.
J'attends de mes concitoyens qu'ils me respectent. Mais quand est-ce que je vais être respecté par mes concitoyens? En faisant une chose qui est déterminante. Genevois de confession musulmane, avec les Genevois de confession chrétienne, de confession juive, de confession de toutes les spiritualités asiatiques, des athées ou des agnostiques, ma présence avec mes valeurs partagées, elle est une présence active qui veut que Genève se réconcilie. Or aujourd'hui, à Genève, quand vous êtes d'origine étrangère, ou quand vous êtes suisse avec un nom qui n'apparaît pas tellement comme étant suisse, quand vous êtes perçu comme étranger même si vous êtes suisse, il y a aujourd'hui dans ce canton des discriminations à l'habitat, il y a des discriminations au travail, il y a des discriminations même au niveau des salaires, et en particulier sur une chose que nous devons refuser nous en tant que musulmans, à compétence égale entre un homme et une femme, il est absolument inadmissible que l'homme ait un meilleur salaire que la femme. Et nous, de ce point de vue-là, si on dit ces valeurs, c'est pour dire notre présence est une présence qui rappelle les valeurs pour réconcilier Genève avec ses valeurs dans sa pratique. Et nous sommes des acteurs de la transformation de Genève pour le meilleur. Mais moi, je ne suis pas en train de dire à mes concitoyens, aimez-moi, je vous ressemble. Ah non, nous avons les mêmes valeurs, nous nous battons ensemble. Nous avons les mêmes valeurs, nous nous battons pour la justice. Ça, c'est sur le plan local. Et n'importe lequel d'entre vous devrait pouvoir être impliqué là-dedans, dans toutes les dimensions, sur le domaine du travail, sur le domaine de l'éducation. Inadmissible qu'à Genève, aujourd'hui, des jeunes qui soient formés et qui soient perçus comme étrangers soient discriminés à l'emploi, discriminés à l'habitat, discriminés à cause de leur nom, discriminés à cause de leur foulard, discriminés à cause de leur couleur. Ça n'est pas acceptable. Et si je suis là en tant que citoyen genevois de confession musulmane, je dois être au premier rang de cette lutte-là. Ça aussi, c'est une façon d'exprimer les valeurs. Mais encore une fois, vous avez bien compris, dans ce qu'il a été dit tout à l'heure, comme sujet, comme acteur, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, actrice, c'est-à-dire être positif. Le regard positif sur soi et sur la société transforme ces luttes en luttes positives. Ça, c'est le deuxième élément. Il m'en reste deux et j'arrête. Inch'Allah, la deuxième des choses qui a été mise en évidence, et ça, elle a été répétée par Talq al-Souidan quand il parlait d'al-Rapport, c'est-à-dire du don, c'est-à-dire du fait de donner. Et ça, c'est la troisième des choses sur laquelle j'aimerais insister. Il y a une chose qui, pour moi, est le combat commun, et la chose sur laquelle j'insiste, c'est la valeur ajoutée. Tu es parce que tu donnes. Et quand on est à Genève, il faut aussi que nous ayons une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est peut-être par exemple une valeur ajoutée éthique. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses qui sont des valeurs que nous respectons. Nous devons rappeler des choses qui sont éthiques. La valeur ajoutée, c'est par exemple la question des choses qui sont très importantes. Moi, si vous voulez, vous savez, quand on vient du Sud et quand on vient en Suisse, je veux dire, dans notre parcours historique, nous, on est d'une famille originaire d'Égypte. Et on vient, on s'installe en Suisse. Il y a deux choses qu'il faut faire. Il y a à prendre de la Suisse les choses culturelles les plus proches de nos principes. Exemple, en Suisse, en général, ce n'était pas tout à fait le cas aujourd'hui, quand on commence quelque chose, on commence à l'heure. Et on finit à l'heure. Mais ça, attendez, mais ça, pour toute personne qui a compris le message et l'enseignement qu'il y a derrière la prière, c'est-à-dire c'est lié à une discipline par rapport au temps, qui est proche de Dieu et discipliné par rapport à son temps, et s'il ne l'est pas, il fait l'effort de l'être. Se comprendre la Suisse, quand on s'est installé là, c'est de dire, eh bien ça c'est extraordinaire, il faut qu'on se rapproche de nos principes. En même temps qu'on fait ça, donc à Genève, les Genevois de confession musulmane prennent de la culture ambiante, des éléments extraordinairement positifs quant à ce qui détermine leur éthique et leur valeur. Ça c'est une première démarche, elle s'intéresse à la culture, elle prend le meilleur.
c'est-à-dire la sagesse est la propriété perdue de celui qui est croyant, il la cherche partout. Mais la deuxième des choses, la valeur ajoutée. Toutes les personnes qui sont autour de vous, tous ceux qui partent en vacances au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Afrique, tous ceux qui partent en Asie, tous ceux qui partent en Turquie, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils rencontrent les peuples du Sud? Ils vous disent quoi? Ils vous disent, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est la générosité, la façon dont on nous accueille. La façon dont on nous accueille. Eh bien, la valeur ajoutée de notre présence, c'est de prendre la rigueur du temps ici et d'ajouter la générosité de là-bas. C'est-à-dire réconcilier les Suisses avec plus de générosité, avec plus d'ouverture. Ça veut dire ajouter du cœur, ajouter de l'empathie, ajouter de la générosité, ajouter quelque chose qui ferait bien, qui nous ferait du bien, un peu de flexibilité, un peu de générosité, un peu de don, un peu de solidarité. Parce qu'on le sait, souvent c'est parmi les plus pauvres qu'il y a le plus de générosité, de solidarité. C'est très étonnant d'ailleurs. Parmi les plus riches, au moins des recroquevillements. Eh bien nous, ce que nous devons être, c'est la valeur ajoutée du don, la valeur ajoutée de la solidarité, la valeur ajoutée du respect de l'autre, la valeur ajoutée d'une chose qui est très importante. À des moments donnés, quand vous êtes dans votre allée, quand vous rentrez dans votre ascenseur, quand vous rentrez dans votre appartement, on entend de plus en plus aujourd'hui des gens qui sont en train d'être soit maltraités, soit oubliés, qui sont nos voisins. C'est comme si le respect de la vie privée était le fait de fermer son cœur sur la vie du voisin. Ma vie privée veut dire que je ne m'intéresse plus au respect de ton être. Et vous avez des gens qui peuvent mourir seuls. Alors que nous, ce que nous avons en islam, c'est une chose qu'on retrouve dans la tradition chrétienne, qu'on retrouve dans les traditions monothéistes, qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles. C'est qu'on s'intéresse au voisin. Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui ne veut pas pour son voisin ce qu'il veut pour lui-même. Voilà notre valeur ajoutée, on s'intéresse. Le sourire, le fait de demander, et le prophète salam qui montre même l'exemple, quand le voisin ou quand celui qui était sur son chemin le rejetait dans sa foi, il était silencieux. Il ne va réagir que quand celui qui l'insulte ne l'insulte pas. Il ne l'insulte pas, il va lui demander comment il va, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui il ne m'insulte pas, pourquoi aujourd'hui il ne me jette pas ses ordures. Regardez l'élévation spirituelle que le prophète salam nous amène dans nos relations. Ça, c'est des valeurs ajoutées. Et là, vous devez vous poser la question, quelle est la valeur ajoutée des citoyens genevois de confession musulmane au vivre ensemble à Genève? Et ça, ce sont des choses que nous devons apporter. Par exemple, sur les personnes âgées. Il ne faut pas être colonisé à l'envers. Il ne faut pas être colonisé à l'envers au point de laisser ses parents, au point de ne plus s'occuper de ses parents. C'est le contraire qu'il faut faire. Pour réconcilier les Genevois, nos concitoyens, au fait du souci des parents. Que c'est un scandale de la conscience humaine de penser que quand vous êtes sorti de la vie active, vous avez moins de valeur humaine. C'est un scandale de l'humanité de penser que vous n'avez de valeur sociale que quand vous faites de l'argent, et quand vous ne faites plus d'argent, on vous oublie. C'est un scandale, ça. Mais nous devrions apporter quelque chose de ce point de vue-là, au nom de nos valeurs, au nom de notre présence. Voilà un deuxième élément. C'est très local, ça. C'est une vraie présence. C'est un discours. C'est une façon d'enseigner. C'est une façon de se comporter. C'est une façon de parler, c'est une façon d'échanger, c'est une façon de communiquer. C'est ceci que nous devrions être. Dernier élément, et j'insiste aussi beaucoup là-dessus parce que c'est du point de vue local. Le point de vue local a toujours une dimension internationale. Vous savez, les dernières études sur l'islamophobie ont montré, par exemple, sur des études qui ont été faites en Angleterre, des études qui ont été faites en France et des études qui ont été faites aux États-Unis, que parmi ceux qui sont les plus actifs dans le fait de pousser à l'image négative de l'islam, à parasiter, voilà, l'image de l'islam, parmi ceux-ci, ce sont des groupes, et ce sont des gens qui n'ont pas simplement un souci local.
Ils ont une préoccupation internationale. Et aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que certains prônent la démocratie, mais quand ils regardent la démocratie dans les faits, ils en ont peur. Ils en ont peur pourquoi? Parce que l'installation des musulmans en Occident, l'installation de la migration qui vient du Sud, est en train de changer la perception qu'on a du monde. Et qu'en fait, Genève locale et Genève internationale, c'est quand même le centre des Nations Unies. Il y a quand même des questions internationales qui se jouent ici. Et à aucun moment, un citoyen genevois de confession musulmane doit s'enfermer dans le domestique, dans le local, sans aussi avoir un rapport à l'international. En fait, il faut les deux. Il faut être impliqué dans la vie locale, mais apporter au niveau local la voix de l'international. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. D'autres le feront à votre place. Pourquoi pensez-vous que parmi ceux qui ont le plus poussé, par exemple, regardez, faites des études, allez regarder les études. Quels sont ceux qui, aux États-Unis, ont lancé tout ce qu'on appelle les Sharia Bill? C'est-à-dire, ils ont lancé une campagne dans 20 États américains contre le fait que les musulmans voudraient appliquer la Sharia aux États-Unis, dans des lieux et dans des États où il n'y a pratiquement pas de musulmans. Quels étaient ceux-ci? Eh bien, vous allez voir un lien tout à fait particulier entre ces personnes et l'un des lobbies les plus puissants des États-Unis qui s'appelle AIPAC, c'est-à-dire des gens qui sont des sionistes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, chez un certain nombre de personnes, une compréhension extrêmement claire. C'est-à-dire, attention, si ces citoyens-là deviennent des citoyens et qu'ils comprennent et que démocratiquement ils s'expriment, ils deviennent dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une influence sur leurs concitoyens. Donc nous, on n'est pas des idiots, on n'est pas des naïfs et on a compris. Regardez dans la France voisine, regardez même ici, certains, quand Freisinger se retrouve à Paris, avec qui il se retrouve? Avec quelle personne il se retrouve? Quand aujourd'hui, le Front National annonce qu'en fait, ils ont compris une chose. Pour être normalisé dans la vie politique française, il fallait cesser le discours antisémite et que celui qui porte aujourd'hui est un discours qui stigmatise la nouvelle migration musulmane. Ils vous le disent comme ils le pensent. Et nous, on est en train de jouer aux gens, acceptez-nous, nous sommes gentils. Mais ce n'est pas des naïfs. Il y a aujourd'hui un mouvement politique multidimensionnel. Et nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule chose qui nous sauvera, c'est pas de savoir quels sont nos ennemis, c'est d'être fidèles à nos principes. Écoutez bien ce que je viens de dire. Le but, c'est pas de savoir qui sont nos ennemis, c'est d'abord d'être fidèle à nos principes, c'est-à-dire d'avoir un discours local sur le plan international qui sache dire ce qu'on a entendu par le docteur René Ramadan et de ce qui a été dit. Quand on voit ce que certains musulmans font au nom de la religion, nous devons avoir le courage, nous devons avoir la distinction intellectuelle de dire ceci est opposé à ma religion. Et on le critique et on le dit, ça ne peut jamais justifier ceci. Donc on a une position de principe, mais qu'on ne s'arrête pas simplement à ce qu'on attend de nous. Critiquez-vous, ça nous convient. Non, nous nous auto-critiquons, mais même pas pour vous, parce que c'est pas pour vous le problème, et qu'on ne les traite pas n'importe comment à nos frontières. Ce discours-là, il faut l'avoir. Il faut aussi pouvoir avoir ce discours-là sur tout ce qui va concerner nos propres contradictions. Que la Suisse soit parfois plus intéressée par les banques que par le sang des êtres humains, c'est une vérité, et que ceux qui le font et que ceux qui l'entretiennent, ceux-ci doivent nous trouver avec tous nos concitoyens suisses, pas les musulmans contre les Suisses, les hommes de dignité et de conscience contre les menteurs et les manipulateurs, et ceux qui pensent à l'argent et qui ne s'intéressent pas au sang des hommes. Ceux-ci, il faut le dire, il faut reconnaître. Il faut quand même que vous sachiez une chose, parmi tous les ministres des Affaires étrangères, celle qui a eu le discours à partir de l'Europe le plus clair sur la Palestine était Micheline Calmiret, qui a dit une chose vraie. Elle a dit, et je l'ai répété, quand un éléphant se bat avec une souris, dire qu'on est neutre, c'est qu'on est avec l'éléphant.
elle faisait référence à Israël, parce que le petit Israël c'est l'éléphant et les Palestiniens sont la souris dont tout le monde se moque. Et de ce point de vue-là, à Genève, nous avons à avoir ce discours-là. Mais vous m'avez bien compris, pas un discours partisan islamo-islamique uniquement pour les musulmans, un discours clair sur le principe de la dignité humaine, du côté des opprimés, du côté de la justice, quel qu'il soit, où qu'il soit, et avec ceux de nos concitoyens qui portent ce discours-là. Vous avez compris que c'est un discours ici qui est très affirmé, mais vous avez compris aussi pourquoi ce que je suis en train de vous dire fait peur à un certain nombre de nos concitoyens. Parce qu'ils se disent, ils ont compris. Eux, ils voient ça en termes de relations de pouvoir. Nous, on voit ceci en termes d'affirmation de principes. Nous ne travaillons pas de la même façon. Eux, ils voient le pouvoir, nous voyons les principes. Notre pouvoir, c'est la défense des principes. Notre force, c'est la défense des principes. Et s'ils pensent que nous sommes faits parce que nos principes ne nous permettent pas de tout faire, à long terme, nos principes, c'est ce qui nous donnera la dignité. Voilà 4 éléments sur lesquels on insiste. Le discours islamique, avec une révolution intellectuelle qui ne soit pas un discours défensif. Le fait des valeurs qui sont partagées en menant avec nos concitoyens un rapport très clair sur un certain nombre de principes que nous défendons, ce sont des valeurs qui sont partagées, qui sont universelles. Le troisième, c'est notre valeur ajoutée en apportant à la culture suisse les grandeurs de nos cultures d'origine, les grandeurs de nos principes, les grandeurs de notre volonté de les appliquer, parce que c'est ceci qui est important. C'est aussi le meilleur d'entre vous et le meilleur pour les hommes. Et le dernier élément, un discours qui part du local, mais qui ne fait pas semblant de ne pas voir les relations entre le local et l'international. Il y a des relations claires entre le local et l'international. La Suisse a besoin de Suisses courageux, qui disent que l'avenir de la Suisse, ça n'est pas de protéger ses banques, que l'avenir de la Suisse est de protéger les principes humains et la dignité. Une Suisse pour les banques, c'est une Suisse dont nous ne voulons pas. Moi je suis désolé, une Suisse qui ne défendrait que ses intérêts ou certaines de ses banques, ça n'est pas ma nationalité. Ma nationalité, elle est avec celles et ceux qui en Suisse se sont levés. Par ailleurs, durant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'il y a des Suisses durant la Deuxième Guerre mondiale, quand on leur disait si un Juif vient à la frontière, vous le retournez, ils ont dit non, ils les ont laissés entrer. Ceux-là, ce sont mes concitoyens. Quant à ceux qui les ont retournés, eh ben, ce sont des lâches. Ceux-là, ce sont des lâches. Donc, de ce point de vue, c'est à nous d'apporter aussi cet élément supplémentaire dans notre engagement. Je voulais faire court, j'ai déjà fait trop long. Merci d'être resté jusqu'à ce moment-là.